Au moment où le gouvernement américain a pris au sérieux l'épidémie du sida, des milliers de vies précieuses avaient déjà été perdues à cause de la maladie, y compris celles de noms célèbres d'Hollywood et au-delà. Il est décédé dans son sommeil tôt vendredi matin chez lui à New York des suites de complications liées au sida. Les vies tragiques de ces victimes célèbres montrent que la maladie mortelle ne faisait pas de discrimination. Elle affectait tout le monde, sans exception. Rejoignez-nous alors que nous explorons la vie de 15 célébrités célèbres décédées du sida. Numéro 15. Rock Hudson Randy Shields a écrit dans son livre de 1987, And the Band Played On, il y avait le sida avant Rock Hudson et le sida après. Cela peut sembler être une phrase ordinaire pour vous, mais l'impact de Rock Hudson sur la crise du sida était tellement transcendant que l'acteur avait changé à jamais le récit autour de la maladie. Aujourd'hui, il est largement reconnu que l'homme qui avait séduit des personnalités comme Elizabeth Taylor à l'écran n'était pas hétérosexuel. Hudson, au sommet de sa carrière, était devenu l'homme masculin et charismatique par excellence d'Hollywood, qui aurait pu finir avec n'importe quelle femme séduisante. Il était une star de cinéma surnommée Monsieur Amérique, mais derrière son image traditionnelle de séducteur, Hudson était connu pour sortir avec des hommes. C'est son agent, Henry Wilson, qui maintenait toutes les spéculations sur sa sexualité à l'écart. Avant le bref mariage de Rock avec Phyllis Gates, les tabloïds se demandaient pourquoi leur star n'était pas mariée. C'est à ce moment que Wilson intervenait. L'agent loyal fournissait aux tabloïds des ragots sur d'autres célébrités pour protéger la carrière de Hudson. Bien que l'acteur ait été en quelque sorte hors du placard avant son diagnostic de sida en 1984, c'est la maladie elle-même qui attira une attention radicale sur sa sexualité. Il a été révélé qu'en 1985, l'acteur avait envoyé anonymement des lettres à 4 de ses anciens amants et hommes avec qui il avait eu des relations intimes, révélant son diagnostic. Craignant que ses amants ne le dénoncent que publiquement, il avait délibérément omis de mettre son nom sur les lettres. Pendant longtemps, Hudson craignait que son identité de star de cinéma, atteinte du sida, ne masque sa carrière d'acteur exceptionnel. Il leur avait seulement conseillé de se faire tester aussi. Plus surprenant encore, il n'avait pas non plus informé son petit ami avec qui il vivait de son diagnostic. Ce n'est que le 25 juillet 1985, 11 semaines avant sa mort, que Hudson a révélé son diagnostic au public, laissant tout le monde choqué et confus. Ce qui importait vraiment, c'était que l'admission courageuse de Hudson avait changé la discussion autour de la maladie. Lorsque les gens ont réalisé qu'un visage bien-aimé d'Hollywood souffrait de cette maladie mortelle, ils sont devenus plus sympathiques à la cause. On dit aussi que la divulgation courageuse de Hudson a probablement poussé le président Ronald Reagan, un ancien ami d'Hollywood, à enfin reconnaître publiquement l'épidémie de sida pour la première fois en septembre 1985. Avant cela, l'administration Reagan était restée d'un silence criminel sur l'épidémie, attirant les critiques des experts médicaux et de la communauté homosexuelle. C'est après la mort de Hudson que le Congrès a alloué 221 millions de dollars pour trouver un remède contre le sida et bien sûr, les dons aux associations caritatives ont explosé. Hudson a également laissé 250 000 dollars dans son testament pour créer une fondation de recherche sur le sida. Numéro 14. Eazy-U. Au moment de sa mort soudaine, Eazy-U était au sommet du monde à l'âge de 31 ans. Eric Wright, l'ancien leader du groupe NWA, était au sommet de sa carrière solo lorsqu'un diagnostic tragique l'a bouleversé. Lors d'une conférence à Hollywood le 17 mars 1995, Eazy-U annonça au monde qu'il était atteint du sida. Un communiqué de Ron Sweeney, l'ami et avocat d'Eric, a révélé que le diagnostic avait été posé 2 semaines avant l'annonce et qu'il était dans un état critique à l'unité de soins intensifs du Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles. L'annonce d'Eazy-E est survenue à un moment critique. En 1995, les hommes d'origine afro-américaine aux États-Unis continuaient de lutter pour obtenir des soins appropriés et une reconnaissance après avoir été diagnostiqués avec le virus mortel. La discrimination flagrante à l'encontre des hommes noirs homosexuels avait poussé le rappeur à rendre public son diagnostic. Dans sa déclaration préparée,
Il avait également reconnu qu'il avait une responsabilité envers ses jeunes fans pour sensibiliser à cette question. Cependant, tout ce qui concernait le diagnostic d'Eazy-E n'était rien de moins qu'une théorie du complot. Le rappeur avait nié avoir eu des relations homosexuelles. Il était donc extrêmement probable qu'il ait contracté le sida par contact hétérosexuel. À cette époque, les gens et les politiciens considéraient le sida comme une maladie exclusivement homosexuelle, de sorte que le diagnostic d'Eric était monumental pour briser ce mythe extrêmement dangereux. Cependant, il y avait plus dans cette histoire. Il a également été révélé qu'il y avait une possibilité que l'acteur ait été injecté avec des aiguilles contaminées par le sida, et tous les indices pointaient vers la fameuse querelle du rappeur avec Death Row Records et Suge Knight. Suge, qui était extrêmement enthousiaste à l'idée de lancer Dr. Dre en tant qu'artiste, était très inquiet de la carrière d'Eazy-E. Bien qu'il n'y ait pas de preuves suffisantes pour soutenir la théorie selon laquelle Suge Knight aurait tué Eazy-E, il y avait une interview qui changea tout. En 2003, Knight est apparu dans l'émission Jimmy Kimmel Live, où il a parlé de nouvelles formes de violence. Dans une déclaration effrayante, il a dit à l'animateur que tirer avec une arme à feu était désormais une mauvaise stratégie. Il était préférable d'injecter quelqu'un, de la même manière qu'Eazy-E était décédé. On peut imaginer comment les théoriciens du complot ont réagi après cette interview. Tout ce que nous savons vraiment, c'est que le roi du gangsta rap a connu une fin tragique, mais il a veillé à sensibiliser ses fans à la gravité de la maladie. Numéro 13. Arthur Ashe. Le prodige américain du tennis avait connu une chance illustre lorsqu'il avait remporté 5 titres du Grand Chelem, mais sa fortune a pris fin lors de son opération de pontage cardiaque en 1983. Malheureusement, Arthur a contracté le VIH à cause d'une transfusion de sang contaminé pendant l'intervention. La star du tennis n'a appris sa condition qu'après avoir subi une intervention chirurgicale d'urgence au cerveau en 1988. À ce moment-là, il était trop tard. Au fil du temps, l'état de santé d'Ash s'est aggravé. Il est décédé en 1993 après avoir lutté contre une pneumonie liée au sida. Numéro 12. Anthony Perkins. Anthony Perkins était un homme de peu de mots, célèbre pour son interprétation perturbante mais brillante du propriétaire de motel dérangé dans Psychose. On dit que l'expression « manger comme un oiseau » lui allait parfaitement. Perkins avait un talent pour choisir des rôles qui exposaient le côté sombre de la nature humaine. Cependant, sa vie réelle n'était en rien comparable à cette image. 2 ans avant sa mort, Perkins a été diagnostiqué avec le sida. Il savait que cette nouvelle briserait ses jeunes fils. Alors il choisit de vivre silencieusement avec la maladie. La seule personne qui savait pour ce diagnostic dévastateur était sa femme, Barry. Lorsque l'heure de la fin approchait, sa femme lui avait supplié de dire à ses proches amis ce qu'il traversait. C'est lors de sa fête d'anniversaire pour ses 60 ans qu'il annonça la nouvelle à quelques-uns de ses amis proches. Même alors, l'acteur résistait à l'idée d'annoncer publiquement qu'il avait contracté le sida. Ce n'est qu'1 jour avant sa mort qu'Anthony annonça au monde sa fin imminente. Dans une déclaration poignante, il dit « J'ai choisi de ne pas rendre public le fait que j'avais le sida parce que, pour paraphraser Casablanca, je ne suis pas très noble. Mais il ne faut pas beaucoup de temps pour voir que les problèmes d'un vieil acteur ne valent pas une colline de haricots dans ce monde fou. » La mort d'Anthony a eu un impact profond sur l'industrie cinématographique, qui voyait le sida comme une maladie honteuse. Après sa mort, la femme de Perkins révéla que son mari avait peur de perdre son emploi si les producteurs de films apprenaient qu'il avait le sida. Malheureusement, ce n'est qu'après la mort d'Anthony que l'industrie du cinéma commença à parler ouvertement de la façon dont la maladie rendait les acteurs marginalisés après leur diagnostic. Numéro 11. Rudolf Nureyev. Rudolf Nureyev a fait ses propres règles. Connu comme l'un des danseurs les plus gracieux de son époque, le maître du ballet se souciait peu de ce que les autres voulaient qu'il fasse. Volontaire et passionné, il obtenait toujours ce qu'il voulait. Bien que ce charme ait propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets, sa vie personnelle en a énormément souffert. Avant que Rudolf ne soit diagnostiqué avec le sida, il pouvait voir que sa santé se détériorait, et ce rapidement. Dans les années 1980, le danseur rencontrait des difficultés importantes pour réaliser ses mouvements habituels, ce qui inquiéta ses fans et ses médecins. Pourtant, il insistait sur le fait qu'il n'y avait rien de grave concernant sa santé.
Sans parler du fait que Rudolph ne se faisait pas trop de soucis à l'idée de contracter le sida, alors que la maladie faisait la une des journaux en France dès 1982. Il est vrai que Rudolph n'a jamais mis d'étiquette sur sa sexualité, mais ses amis et des proches ont révélé qu'il était soit bisexuel, soit homosexuel. Cependant, lorsque Nureyev est tombé malade, il n'a même pas envisagé qu'il ait pu contracter le sida. Le diagnostic changea tout pour lui. Bien qu'il ait été admis à l'hôpital pour des complications cardiaques, c'est le sida qui lui coûta finalement la vie en janvier 1992. Rudolph est décédé à Paris à l'âge de 54 ans. Numéro 10. Libéras. Croyez-le ou non, lorsque le pianiste star Libéras est sorti publiquement comme étant gay, beaucoup ont refusé de le croire. L'homme envoûtant était connu pour ses rendez-vous romantiques avec de nombreuses femmes célèbres d'Hollywood, et d'ailleurs, y compris son amie proche et actrice, Betty White. Lorsque Libéras a annoncé publiquement sa sexualité, cette annonce a été éclipsée par ses relations hétérosexuelles présumées. Ainsi, le monde n'a jamais pris son annonce au sérieux, jusqu'à ce que la véritable cause de sa mort fasse surface dans les médias. Libéras a été diagnostiqué avec le sida en août 1985, mais a refusé de le dire au monde. Il est dit que quelques-uns de ses amis étaient au courant de sa maladie. Pendant ces moments difficiles, Libéras avait trouvé un confident fidèle en Rock Hudson, qui le guidait et le soutenait souvent. Choquant, Libéras a refusé tout traitement pour la maladie. Selon ses amis, il savait que la maladie était incurable et ne voyait pas l'intérêt de passer beaucoup de temps à l'hôpital. Il avait accepté son destin. En 1986, le pianiste avait évoqué sa santé déclinante sur Good Morning America, mais personne ne comprenait vraiment qu'il était sur le point de quitter ce monde. Si quelque chose, Liberace a fait tout son possible pour cacher son diagnostic au monde, même après sa mort. Il est vrai que l'acteur a été admis à l'hôpital en 1987 après avoir contracté une pneumonie, mais il n'y est pas resté longtemps. Quelques jours plus tard, il est décédé chez lui, apparemment à cause d'une maladie cardiaque. Son agent de presse et son médecin généraliste ont raconté des histoires très similaires selon les dernières volontés de Libéras. Ils ont révélé que le pianiste était mort d'une insuffisance cardiaque causée par une encéphalopathie subaiguë, une maladie dégénérative du cerveau. Il semblait que la véritable cause de la mort de Libéras ait été enterrée avec succès jusqu'à ce que le rapport du coroner dévoile la vérité. Dans un scandale en devenir, le coroner a révélé aux médias que le médecin généraliste de Libéras avait fourni un faux rapport médical à l'hôpital. Libéras était en réalité décédé d'une pneumonie causée par le cytomégalovirus, une cause fréquente de décès chez les patients séropositifs au sida. C'est ainsi que le monde a appris que Libéras avait lutté en silence contre cette maladie mortelle avant de dire adieu à ses fans. Cependant, l'histoire de bravoure et de courage du pianiste a été ternie par ses anciens amants, qui ont allégué que Liberace avait eu des relations sexuelles avec eux, même après son diagnostic. Bien que ces histoires et accusations n'aient pas été vérifiées, il est difficile de nier le fait que Liberace était connu pour être accro aux rencontres intimes selon certains points de vue. Numéro 9. Robert Reed. Robert Reed restera l'un des pères les plus adorés de la télévision. Son rôle de Mike Brady dans le sitcom The Brady Bunch a propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets. À la télévision, la vie de Reed semblait parfaite. Chaque jour, pendant le tournage de l'émission, il apparaissait sur le plateau et souriait pour la caméra. Cependant, sa vie réelle ne pourrait pas être plus différente. En effet, l'acteur avait été marié à sa femme Marilyn, et le couple avait même une fille. Derrière le masque d'une vie hétérosexuelle, Reed était gay, un secret qu'il était déterminé à emporter dans sa tombe. Le succès grand public de Reed est survenu à une époque où Hollywood était profondément homophobe. Il savait que si son orientation sexuelle venait à être révélée, il serait immédiatement banni de la télévision. Étonnamment, ses co-stars ainsi que l'équipe de The Brady Bunch connaissaient son secret. Ils n'ont commencé à parler de l'orientation sexuelle de leur ami qu'après sa mort. On peut donc imaginer la stupeur du monde lorsque la véritable cause de sa mort a été rendue publique. Il ne fait aucun doute que l'acteur avait été diagnostiqué avec un lymphome en 1991. À cette époque, il n'avait autorisé que sa fille Karen et sa meilleure amie, l'actrice Anne Henney, à lui rendre visite.
Il avait également caché son diagnostic à ses amis de The Brady Bunch et n'a envisagé de révéler sa maladie qu'à quelques semaines de sa mort. L'acteur est décédé en 1992 et la cause de sa mort a été attribuée uniquement au cancer. Cependant, lorsque son certificat de décès a été rendu public, le rapport du coroner a également révélé que Reed était séropositif, ce qui est finalement devenu la principale cause de sa mort. Numéro 8. Keith Haring. Si vous avez une appréciation unique pour l'art politique éphémère dans la scène de graffiti de rue de New York, vous avez beaucoup à remercier Keith Haring. Aujourd'hui, une grande partie de l'art de Keith est associée à la défense du sida, des soins de santé et des droits des personnes queer, mais à l'époque, il était connu pour orner les métros avec des figures de bâtons insolites et des images de chiens. Haring a rapidement percé dans le monde de l'art non conventionnel, réalisant plus de 50 commandes artistiques. Cependant, sa carrière a été écourtée lorsqu'il est décédé à l'âge de 31 ans. L'artiste vivait au sommet de sa carrière lorsqu'il a commencé à remarquer qu'il avait des difficultés à respirer. Peu après, une lésion violette est apparue sur sa jambe, et Keith a immédiatement su ce qui n'allait pas. Malheureusement, il avait perdu plusieurs amis à cause du sida. Il avait donc une reconnaissance totale des symptômes. Le diagnostic a néanmoins été choquant. Keith était un fervent défenseur de l'utilisation de préservatifs et il croyait fermement en la pratique de ce qu'il prêchait. Cependant, plus tard, il a admis que malgré ses inclinations à la sécurité, il savait qu'il y avait une possibilité qu'il puisse contracter le sida lui aussi, puisque Haring était ouvertement gay et un fervent défenseur de l'utilisation de protection lors des actes intimes. Il ne voyait aucun intérêt à cacher son diagnostic de VIH et de sida au monde. Au contraire, Keith a utilisé son art et ses connexions avec des galeries de haut niveau pour mettre de plus en plus en lumière la maladie elle-même. Ses principes et ses œuvres d'art traitaient principalement des disparités de santé et de la discrimination subie par les hommes gays en Amérique. Le diagnostic de Keith a eu lieu en 1988, lorsque l'Amérique commençait à peine à reconnaître l'épidémie de sida. Malade et affaibli, l'artiste a utilisé les dernières années de sa vie pour sensibiliser et manifester sa solidarité face à la maladie. Et ce n'est pas tout. Un an avant sa mort, en 1990, l'artiste a créé la fondation Keith Haring pour sensibiliser à la maladie mortelle et fournir un soutien financier et en matière de recherche pour la cause. Numéro 7. Perry Ellis. Il ne fait aucun doute que c'est Perry Ellis qui a révolutionné la mode décontractée masculine pour les hommes américains. Connu pour son patriotisme affirmé à travers le langage de la mode et du design, il est criminel que le système de santé inefficace des États-Unis ait échoué à soutenir le célèbre créateur de mode face au sida. Ellis n'a pas exactement été discret sur son orientation sexuelle. En 1981, il a ouvertement acheté un appartement avec son petit ami, un avocat nommé Laughlin Barker. 3 ans plus tard, Ellis a accueilli une fille conçue par sa longue amie, Barbara. La vie du créateur de mode semblait se stabiliser. Il vivait enfin le rêve d'avoir une famille autour de lui. Cependant, une apparition sur le podium a tout changé pour le créateur. En octobre 1985, Ellis est apparu sur le podium de son défilé de mode automne. Alors qu'il marchait pour récolter les applaudissements du public, tout le monde ne pouvait s'empêcher de remarquer que Perry avait perdu beaucoup de poids et semblait beaucoup plus vieux. Les médias ont commencé à spéculer sur le fait qu'Ellis avait également contracté le sida, tout comme son partenaire Laughlin. Ce n'était pas un secret que Laughlin suivait une chimiothérapie après avoir été diagnostiqué du sarcome de Kaposi, un cancer lié au sida. 1 an plus tard, Laughlin est décédé, mais Ellis a continué de refuser de révéler son diagnostic au public. Il souhaitait que ses problèmes de santé restent strictement privés. En même temps, Ellis insistait pour apparaître sur le podium de ses défilés, ce qui donnait au monde un aperçu de sa santé déclinante. Par exemple, lors de sa dernière apparition sur le podium, il était si faible qu'il ne pouvait pas marcher et devait être soutenu par 2 de ses assistants. Les médias ont insisté pour qu'il fasse une déclaration, mais Ellis a inlassablement refusé. La perte de son petit ami a été un grand bouleversement pour le créateur. En mai 1986, Ellis a contracté une encéphalite virale qui a paralysé la moitié de son visage. Finalement, la même maladie a également pris sa vie.
Les porte-paroles du créateur ont délibérément donné une déclaration très ambiguë concernant la cause du décès d'Ellis. Il a été largement spéculé que le maître de la mode avait succombé au sida, mais même ses amis les plus proches ont refusé de faire une déclaration définitive. On suppose qu'Ellis craignait que la révélation de son diagnostic de sida ne porte atteinte à sa carrière de magnate de la mode américain, un titre dont il était fier. Numéro 6. Halston. La vie de Halston s'était transformée en tragédie avant même qu'il ne soit, comme le disait Diano, atteint du sida. Le créateur de mode incarnait les drogues et le disco de son époque. À la fin de sa carrière, ses problèmes de drogue persistaient et ses aventures intimes lui avaient valu une mauvaise réputation. Les affaires se développaient très rapidement. Je n'étais pas en mesure de remplir toutes les obligations légales. Il n'était pas surprenant que l'entreprise de Halston ait perdu une immense fortune. L'homme qui avait autrefois été responsable de la mode emblématique des Kennedy n'avait plus de clients. Croyez-le ou non, à la fin de la vie du designer, il n'avait que 2 clients fidèles. Et il faut dire que Calvin Klein l'avait un jour qualifié du plus grand créateur de mode ayant jamais existé. Cependant, aucune tragédie dans la vie de Halston ne se compare à son état de santé qui lui prit le meilleur de lui-même. En 1988, Halston fut diagnostiqué avec le sida, ce qui mit définitivement fin à son époque de fête. Ce n'était un secret pour personne que Halston avait dépensé une grande partie de sa fortune pour sa dépendance à la cocaïne. Donc payer des soins de santé coûteux était peut-être hors de question. De plus, sa dépendance aux drogues avait également contribué à sa maladie. Finalement, le designer déménagea à San Francisco pour que sa famille puisse s'occuper de lui. À cette époque, Halston disparut des projecteurs, et bien sûr, il ne se rendait plus aux fêtes extravagantes et médiatisées. Pourtant, le designer ne pouvait accepter de quitter ce monde sans un dernier éclat. Célèbre pour son dernier caprice, Halston dépensa environ 115 000 livres pour une Rolls-Royce Corniche, afin d'être conduit à travers la fascinante forêt de séquoia du nord de la Californie. Peu de temps après, le designer mourut en 1990 des suites de complications liées au sarcome de Kaposi, une maladie liée au sida. Numéro 5, Randy Shilts. Publié en 1987, And the Band Played On de Randy Shilts fut monumental pour de nombreuses raisons. Grâce à ses recherches journalistiques, Shilts nous offrit un aperçu profond de l'épidémie du sida et de la lente et préjugée réaction du gouvernement américain qui coûta tant de vies précieuses. Bien que Randy fût salué comme un héros par la communauté gay, plusieurs se détournèrent de lui lorsqu'il préconisa la fermeture des bains publics gays à San Francisco pour ralentir la propagation du sida. À l'époque, la chasteté supposée était la pratique la plus recommandée pour éviter de contracter la maladie. Cependant, la communauté gay se battait pour une réponse plus sophistiquée en matière de soins de santé. Malgré les critiques, Randy Shilts avait lancé une révolution. De plus en plus de journalistes commencèrent à exercer des pressions sur le gouvernement pour qu'il investisse dans les vies des personnes queer. Malheureusement, ce que nous ne savions pas, c'est que, pendant qu'il écrivait ce livre révolutionnaire, Randy était également porteur du VIH. Il avait passé le test en 1987 avant de terminer le livre. Craignant que le résultat du test n'affecte son objectivité sur la question, il n'apprit le résultat que bien plus tard. En 1992, Shields tomba gravement malade à cause d'une pneumonie et souffrit d'un effondrement du poumon. Si cela ne suffisait pas, l'année suivante, il fut diagnostiqué avec un sarcome de Kaposi. À la fin de 1993, Randy était contraint de rester chez lui et devait être sous oxygène 24 heures sur 24. À peu près à la même époque, And the Band Played On avait acquis une grande popularité, mais Randy ne put profiter de son apogée de carrière. Le 17 février 1994, Randy mourut. Numéro 4. Dak Rambo. Beau et charismatique, Dak Rambo avait acquis une notoriété bien méritée grâce à des émissions comme Dallas, The Guns of Wilsonette, All My Children et bien sûr Another World. Rambo, qui était célébré à la télévision pour son image de mâle idéal, était souvent désigné comme le cœur de la jante féminine. Pourtant, Rambo ne croyait presque jamais à ce statut. En effet, l'acteur était un bisexuel caché. Bien que ses relations avec des femmes fussent très médiatisées,
L'acteur avait en réalité de nombreux amants masculins. Rambo savait que sa bisexualité devait rester secrète. En tant qu'homme ouvertement bisexuel, il aurait été pratiquement impossible pour lui de décrocher des rôles iconiques dans des émissions très populaires à la télévision. Cependant, le tabou entourant sa sexualité ne l'empêchait pas d'avoir une vie sexuelle aventureuse. Lorsque l'acteur fit enfin son coming out, il admit avoir eu des rencontres sexuelles très épicées et ne pas croire au sexe protégé. Malheureusement, Rambo apprit qu'il était séropositif en 1991, alors qu'il répétait ses répliques pour Another World. Après avoir appris la nouvelle dévastatrice, il retourna sur le plateau, livra ses répliques, puis, après le tournage, il annonça au producteur qu'il allait quitter l'émission. Rambo ne revint jamais à la télévision après cela. Après un certain temps, il fit enfin son coming out et annonça au monde qu'il n'avait plus beaucoup de temps à vivre. 3 ans plus tard, en novembre 1994, l'acteur mourut des complications liées au sida. Il avait 54 ans. Numéro 3. Brad Davis. Brad Davis est l'une de ces étoiles d'Hollywood qui brillent trop fort, puis de manière dévastatrice, elles explosent. L'acteur était devenu une sensation overnight dans le film Midnight Express de 1978. Son interprétation iconique du dealer de drogue américain Billy Hayes, qui s'échappe de la prison turque, a résonné avec beaucoup, mais particulièrement avec les producteurs d'Hollywood. La célébrité signifiait que Brad avait accès à des fêtes d'Hollywood, très en vue, qui devenaient le refuge de l'acteur face à la drogue. Il se présentait à des fêtes et s'adonnait très publiquement à des drogues dures. Maintenant, bien sûr, ce genre de style de vie ne plaisait pas aux producteurs qui ne cherchaient pas à engager un junkie pour des films importants et des rôles coûteux. Finalement, Brad s'est éloigné des projecteurs. Même dans ce cas, l'acteur a lutté pour rester éloigné des drogues. L'acteur n'a trouvé son point de rupture que lorsqu'il a été diagnostiqué avec le VIH en 1985. Sans argent ni emploi, Davis a gardé son état privé. Il savait que la nouvelle de sa maladie aurait pour conséquence de l'ostraciser et de l'éloigner de tout rôle potentiel. Cependant, son état de santé ne s'est pas amélioré. Eh bien, l'acteur n'a pas non plus obtenu de job solide. Malheureusement, Brad n'a pas pu faire face. En 1991, l'acteur a décidé de se suicider, assisté par surdose de médicaments. Plus tard, sa femme, qui a écrit un livre sur la vie difficile de l'acteur, a révélé que Brad avait contracté le VIH en raison de son problème d'abus de drogue. Numéro 2. Alvin Ailey. Alvin Ailey était un génie de la chorégraphie. L'homme qui était connu pour révéler les complexités de la vie et la réalité de vivre en Amérique en tant qu'artiste afro-américain à travers ses performances était beaucoup plus privé que l'on peut l'imaginer. Ailey était un homme gay vivant dans une Amérique extrêmement homophobe. Désespéré de garder son identité gay secrète, Alvin a été contraint de garder son diagnostic de sida pour lui. Avant tout, il craignait que son diagnostic n'apporte une grande honte à sa mère. Lorsque l'artiste est décédé en 1989, il s'est assuré que son médecin annonce une dyscrasie sanguine terminale comme cause de sa mort. La réalité de la mort tragique d'Alvin ne deviendrait publique qu'après la mort de sa mère. Numéro 1. Freddie Mercury. L'histoire tragique du sida est incomplète sans la perte irremplaçable de Freddie Mercury. Le chanteur de Queen était séropositif au VIH autour de 1982, mais a choisi de garder son état secret. On dit que le chanteur avait remarqué une lésion sur sa langue cette même année et qu'il était conscient que ses symptômes étaient conformes à la séropositivité au VIH. Avant de pouvoir apparaître avec Queen pour sa dernière apparition américaine sur Saturday Night Live, il a secrètement rendu visite à un médecin à New York. Là, il a obtenu la confirmation de son statut VIH, mais est resté discret à ce sujet. Il est également spéculé que Mercury a eu une rencontre sexuelle avec quelqu'un qui était séropositif le jour de sa dernière performance. Il a été rapporté que Mercury avait eu une rencontre sexuelle avec quelqu'un qui était également séropositif le jour de sa dernière représentation. Cela a suffi pour aggraver l'état de santé du chanteur. Mercury a pu garder ses tests privés jusqu'à ce qu'un tabloïd britannique diffuse la nouvelle en 1986. Il a été rapporté qu'il avait effectué un test dans une clinique obscure de Harley Street. Le tabloïd a continué de harceler le chanteur pour obtenir une déclaration, et il a continué de résister. En avril 1987,
Freddie a été diagnostiqué avec le sida. Cela n'a pas aidé non plus que le chanteur faisait des apparitions publiques tout en ayant l'air frêle et faible. En même temps, un tabloïd britannique a commencé à recevoir des rapports d'anciens amants du chanteur affirmant que Mercury avait en effet le sida. Cependant, malgré les demandes répétées de la communauté gay de parler de cette grave problématique, le chanteur a refusé de rendre public son diagnostic. Son partenaire, Jim Hutton, ses amis proches et ses compagnons de groupe étaient au courant de la situation de Mercury, mais ont également refusé d'en parler. En novembre 1991, le chanteur est décédé chez lui à Kensington. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine fois.